on a déjà un certain nombre de liens. Tous les élèves de l'ENA font tous un stage en entreprise systématiquement pour chaque promotion. On a élargi le vivier des entreprises avec lesquelles on travaille, depuis les grands groupes vers des ETI, vers des PME, vers des start-up performantes, pour leur faire comprendre la réalité de l'entreprise. Ce qu'on a aussi commencé à faire, c'est faire venir des responsables d'entreprise à l'école pour parler stratégie d'entreprise, pour parler mondialisation, pour parler contraintes, pour parler calendrier. Et ce qu'on demande à nos élèves, c'est systématiquement d'étudier une norme qui s'applique aux entreprises dans lesquelles ils sont en stage, que ce soit européen, que ce soit national, son application, les avantages éventuels qu'elle apporte à l'entreprise, les contraintes, les surcoûts, les ralentissements, les difficultés, et s'il y a problème, de proposer une simplification. Et ces propositions, nous les apportons directement à Matignon. L'ENA a le rôle qui lui est assigné depuis le départ, c'est-à-dire recruter et former des hauts fonctionnaires professionnalisés. On en a plus besoin que jamais parce que l'action publique est devenue plus complexe que jamais. Il y a des attentes très fortes des citoyens sur des sujets de régulation, sur des sujets de sécurité sanitaire, de protection des données personnelles dans la révolution numérique, par exemple. Et il y a évidemment beaucoup d'autres sujets. Et en même temps, l'action publique aujourd'hui, il faut qu'elle soit agile, il faut qu'elle soit évolutive, il faut qu'elle soit peu coûteuse. Ça veut dire qu'être un manager public, c'est complexe et de préférence, ça s'apprend. C'est à ça que sert notre école et nous savons très bien que les métiers auxquels nous formons nos élèves seront profondément transformés dans les années qui viennent. Nous ne sommes plus une école qui apprend les bonnes réponses, nous devenons une école qui apprend à se poser les bonnes questions avec les bonnes personnes. Il y a beaucoup de jeunes femmes de talent, beaucoup de jeunes femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur, c'est même une majorité de femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur en France depuis longtemps. Et puis si vous arrivez au niveau des dirigeants, vous avez 12% de femmes, publiques et privées confondues, c'est le même chiffre. Ça veut évidemment dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle un plafond de verre. Ça veut dire que l'organisation de notre travail en France, en particulier, peut-être plus qu'ailleurs, n'est pas compatible avec un équilibre qui est souhaitable autant pour les hommes que pour les femmes. D'ailleurs, ça n'est pas une simple question de femmes. On a une tendance à confondre en France disponibilité, présence et performance. C'est devenu absurde. On a des outils de nomadisme professionnel, on a des générations qui attendent qu'on définisse des objectifs à atteindre et qu'on mesure les résultats obtenus, beaucoup plus que de savoir si il faut rester attaché à son lieu de travail. Le travail en présence les uns des autres, c'est pour échanger. C'est pas forcément être là pour être là. En France, on n'a pas beaucoup réfléchi à ça. Et puis dans l'organisation du travail sur la durée d'une vie, on est resté sur des critères qui ont à peu près 50 ans d'âge et qui sont largement dépassés. On a tendance à penser qu'on va identifier des hauts potentiels, à peu près entre 28 et 35 ans, qu'on va accélérer leur carrière et que c'est eux qui passeront devant les autres. C'est doublement dépassé d'abord parce que les carrières sont très longues. Et si on a accéléré sa carrière à 35 ans, qu'est-ce qu'on est à 40 ans? On est presque déjà un senior, on est presque déjà surnuméraire, ce qui est un gâchis phénoménal. Et puis entre 28 et 35 ans, c'est le moment où les femmes ont un projet familial pour certaines d'entre elles et qu'elles essaient de le mener à bien. Ce n'est pas forcément le moment où elles vont pouvoir donner le maximum. Moi, j'ai sciemment, depuis un certain nombre d'années, recruté auprès de moi des femmes de plus de 55 ans. Elles ont la maturité, elles ont l'expérience, elles ont le recul, elles ont l'humour, elles ont un rapport très décomplexé avec les autres générations et très souvent elles sont, je dois le dire et je dois l'avouer, disponibles parce qu'elles ont élevé leurs enfants. Et ce sont des vrais hauts potentiels pour les au moins 10 ans qui leur restent. Et elles se donnent à fond parce qu'elles ont justement envie de prouver qu'elles valaient ce qu'on pensait d'elles. Alors moi, j'assume parfaitement d'être féministe. Ça n'est pas un gros mot. Je me suis un peu agacée par rapport à la génération qui m'a précédée, qui disait « je ne suis pas féministe, mais… » il n'y a pas de raison de s'excuser. Simplement, il y a des tas de manières d'être féministe. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est supérieure aux autres. Et les combats et les querelles de féministes entre elles, parfois, me déçoivent parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que je pense, c'est que faire progresser la place et la cause des femmes, ça n'est pas nécessairement le faire contre les hommes. Et sans doute pas penser qu'il y aurait un espèce de grand complot masculin pour organiser la société d'une manière qui nous contrarie et nous déplaît. Il y a probablement des habitudes culturelles, ancestrales, prises par les hommes comme par les femmes, qui font que
les trajectoires professionnelles ou même la vie personnelle des femmes ou même la manière dont on éduque petites filles et petits garçons ne se ressemblent pas. Les hommes ne sont pas davantage coupables que les femmes et les hommes ne sont pas forcément plus à l'aise dans la société d'aujourd'hui, dans le rôle qui leur est assigné, dans les stéréotypes qui leur sont accolés, que ne le sont les femmes. Et je pense que c'est en parlant les uns avec les autres, en mettant les choses à plat et en se disant que c'est ensemble qu'on va réussir à transformer la société, qu'on aboutira à des vrais résultats.